Ok. Ama, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir aussi. Ok. Le plaisir Merci, est pour moi et merci de l'invitation. bien sûr. Pour rappeler à nous tous, euh, euh, nous remercions Microsoft et AMD Processeur de nous avons pour être notre sponsor, ok? Euh, nous disons merci à Microsoft et ensuite on a des raffles. Si vous aimeriez participer, il faut rester à la fin. Maintenant, on va voir Ama. Ama vient de Microsoft, n'est-ce pas, Ama? Tout à fait, tout à fait. Je suis Ama, Cloud Solution Architect, Data and AI chez Microsoft, oui. bien sûr. Ça, c'est un spécialiste. Il sait le tout quand il s'agit des données. Euh, Ama, c'est tout à fait un plaisir encore de t'avoir. N'hésitez pas à partager ton écran, de te présenter, à t'introduire et de démarrer avec la présentation. Ok? Allez, Tu peux partager ton écran. c'est parfait. Ouais, je vais partager mon écran. Vous me dites quand vous le voyez. Hop. Oh, ok, ça c'est ton écran, n'est-ce pas? Yes, est-ce que vous voyez Attends, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Ok. Ok, bonne présentation. Merci. Tout d'abord, merci Jean-Joseph pour l'invitation. Je suis très content d'être là parmi vous. Donc, je me présente, Tamar Adkar, Cloud Solution Architect Data and AI chez Microsoft. Je travaille chez beaucoup de clients et surtout sur la technologie Fabric et Power BI. Au jour d'aujourd'hui, en fait, je voulais être là pour vous expliquer ce que c'était le Direct Lake. C'est un nouveau mode pour charger la donnée côté Power BI. Et comme j'entends des mauvaises choses, des bad choses, de bonnes choses, je me suis dit, allez, pourquoi pas ne pas être là et expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Comme ça, chacun va pouvoir l'utiliser s'il en a envie ou pas. Mais au moins, je vous aurai transmis mon savoir. Pour cela, donc je vous propose de faire un petit récap sur quels sont les différents types de connectivité de Power BI qui existent et le Direct Lake. Donc parler ensuite un peu plus du Direct Lake, deep dive un peu dedans pour voir vite fait comment ça marche, les bénéfices, donc qu'est-ce qu'on gagne avec le Direct Lake ou pas du tout, hein. On va voir ça ensemble. On va voir aussi les limites et les choses que j'entends chez des clients. Ah, ça marche pas, pourquoi, et ainsi de suite. Donc là, on va voir tout ça ensemble. Et à la fin, une petite conclusion. Et ben, on est parti. Alors attention, les informations que je veux dire aujourd'hui, c'est des informations à date. Donc à date, l'explication, enfin comment cela fonctionne, le Direct Lake va fonctionner comme ça à date. Il y a des changements à venir, il y a des nouveautés à venir. Je vous donnerai quelques teasers tout à la fin lors de la conclusion. Donc les connectivités dans Power BI. Au jour d'aujourd'hui, avant le Direct Lake, on avait trois types de connectivité. Donc, le mode import où je charge ma donnée, si je puis dire ainsi, je vais copier ma donnée de ma source de données vers Power BI. Donc pour ça, j'ai différents types de connexions. Je peux me connecter à Excel, des ERP, des CRM ou des bases de données SQL Server classiques. J'ai le mode Direct Query qu'on connaît, mais cette fois-ci, le Direct Query, il va envoyer des requêtes au niveau de la base. Donc, comme je l'ai bien dit, la base, un exemple, SQL Server Oracle, mais ça va marcher aussi pour d'autres types d'engines derrière, tels que Spark, du Spark. Donc, vous l'aurez compris, le Direct Query, il faut qu'il y ait un moteur sous-jacent parce que ce n'est pas Power BI qui exécute les requêtes. Power BI va envoyer ces requêtes au moteur sous-jacent qui va les réaliser. Et ensuite, avec le temps, on a créé le Composite Model. Le Composite Model, c'est un mix des deux, le mode import et le mode Direct Query. Toujours avec différents types de sources, mais attention, donc comme c'est un mix, donc comme il y a du Direct Query, il faut toujours un engine sous-jacent. À titre d'exemple, un exemple que j'aime bien citer, c'est les tables hybrides.
on a donc ce qu'on appelle les tables hybrides. Par exemple, on fait de l'incrémental refresh. Quand on va faire de l'incrémental refresh, au niveau des tables hybrides, je vais pouvoir lui dire cette partie, donc ma donnée historique, tu me la gardes en mode import, mais la donnée du mois d'avril, par exemple, tu me la mets en mode direct query. Comme ça, je bénéficie au jour le jour la donnée qui arrive. Ensuite, Fabrique est né. Donc, depuis 2-3 ans, 2 ans même, si je ne dis pas trop de bêtises, on a plein de nouveautés. Donc, on peut charger de la donnée dans ce fameux OneLake sous format CSV et compagnie qu'on va venir transformer sous format Delta Lake. Retenez bien ce nom, le format Delta Lake. Je vais y venir après et je vais rentrer un petit peu plus en détail parce que ça a tout son importance. Donc, on a vu les différentes connectivités auparavant, donc Direct Query et ainsi de suite. Et on a un nouveau mode qui est apparu avec l'arrivée de Fabric qui est le fameux Direct Lake. Donc, mode import, Direct Query, Composite, et maintenant j'ai le Direct Lake. Donc, quels sont les prérequis? Avant de commencer à comprendre, il y a des prérequis sur le Direct Lake à avoir. Donc, comme je l'ai dit, il faut pour l'instant le format Delta Lake. On verra après qu'il y a un autre type de format qui va être accepté sous certaines conditions. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on ait un type de format qu'on appelle Delta Lake. Et on va voir en quoi consiste ce format Delta Lake. Ensuite, malheureusement, va falloir une capacité Premium P, une capacité fabrique, donc une SKU fabrique, même une F2, on aura la possibilité de faire du Direct Lake, donc d'utiliser ce nouveau mode. Donc attention, les Power BI Pro et Premium par user, ce n'est pas supporté malheureusement. Donc on reste sur un niveau capacitaire. Ensuite, il nous faut un lakehouse ou un warehouse, parce que c'est les seuls qui bénéficient de ce format Delta Lake. Alors, ce n'est pas une nécessité, on le verra après, mais on va pouvoir attaquer de la donnée qui est à l'extérieur. Tant qu'elle est sous format Delta Lake à nouveau, peut-être on verra qu'il y a un autre format. Ensuite, autre information importante, le niveau de compatibilité. Il doit être à 1604 ou plus de ma base de données. Il ne doit pas être en dessous. Alors, on a parlé des prérequis, on a vu les différents modes de connectivité. Eh bien, allez, allons-y. Je vous propose d'aller directement voir ce que c'est que le Direct Lake. Donc ça, c'est une picture que j'ai reprise d'un collègue, Christophe Manu, qui avait partagé et qui est pour moi qui est super sympa parce qu'elle résume beaucoup de choses en une seule slide. Donc déjà, on retrouve le Power BI Engine juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc, et on va pas mal faire de similitudes entre le mode import et le mode Direct Lake. Donc, comment ça marche? Pour le Power BI Engine, donc si j'ai un lakehouse, si j'ai des delta tables sous-jacents, et je vais bien préciser mes mots, il va venir charger la donnée. Donc, je dis bien charger la donnée. Et on va avoir le SQL Endpoint. Donc, comme vous le savez, dans un lakehouse, on va avoir un SQL Endpoint qui va nous permettre justement de le brancher à des applications externes. Donc, au niveau de ce SQL Endpoint, le Direct Lake va l'utiliser pour lire les schémas de votre base de données. Donc, il ne va pas venir charger la donnée, il va venir l'utiliser pour lire les schémas. Et si on dépasse certaines limitations, on va avoir ce qu'on appelle le fallback. Donc, le fallback, ça veut dire qu'il va passer en mode direct query sur le SQL endpoint. Mais on va voir ça un petit peu plus. Mais les choses intéressantes sur cette slide, c'est pourquoi on dit que le format Parquet, c'est un format qui est déjà optimisé pour l'analytics, pour des workloads analytics. Pourquoi aussi on se dit que ce même format il va venir potentiellement remplacer le moteur de stockage de Power BI en soi. Pourquoi aussi le V-Order optimise la lecture? Eh bien, vous savez quoi? Je vous propose de commencer à deep dive directement dessus. Donc, un petit rappel sur le format Parquet. Le format Parquet, c'est un format open source. Donc, on retrouve chez Databricks. Côté Snowflake, on va retrouver le fameux Apache Iceberg, mais la donnée est toujours stockée sous format Parquet. C'est un format qui compresse la donnée et qui est en mode stockage colonne. Le mode stockage colonne, c'est le même mode déjà qu'on retrouve côté Power BI quand on fait du mode import. Première similitude, tout au hasard, je dis bien sûr. Il compresse la donnée, bah, vous imaginez bien, hein, c'est comme si vous prenez une vidéo qui est sur votre ordinateur, vous la zippez. L'objectif, c'est de compresser la donnée pour qu'elle puisse rentrer sur pour qu'elle puisse rentrer sur une clé USB externe ou un disque dur ou
pour pouvoir facilement la partager. Donc, compresse la donnée à travers des algorithmes et orienter colonne, mais exactement comme le moteur de stockage Power BI en mode import. Maintenant, donc là, on va voir en fait juste une petite pause. On revient sur le moteur Power BI en mode import. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce mode-là, c'est que la première étape, je charge la donnée, mais la deuxième étape, je vais la compresser. C'est bizarre. Ça me rappelle le mode parquet qui vient compresser la donnée. Donc, on va faire un petit rappel de comment cette donnée est compressée côté Power BI en mode import. On ne va pas encore aller côté parquet. Côté Power BI, je vais avoir deux types majoritairement. Il y a un troisième type, mais on n'en parlera pas dans cette session. Mais il y a deux types majoritaires quand on va changer la donnée qui va compresser. Le value encoding, donc l'algorithme de valeur, comme on dit, il est dédié aux valeurs. Comment il fonctionne? On va prendre un exemple. En général, j'ai une colonne ici, par exemple, qui représente 16 bytes. Donc j'ai 904, 903 et ainsi de suite. Donc la première étape, c'est il va choisir une opération mathématique. Donc ici, par exemple, la soustraction. Et ici, il va venir prendre, par exemple, le plus petit chiffre, à savoir 900. Et en fait, il va faire 900 moins 900, ça me donne 0. 900 moins 901, ça me donne 1, et ainsi de suite. Et cette opération va être répétée autant de fois que nécessaire, tant que j'arrive à 2 bytes. Donc ça, c'est la partie valeur. Maintenant, on a aussi la partie H, donc pour tout ce qui est caractère. Supposons que j'ai une colonne product. Donc dans product, je vois que j'ai plusieurs fois city bike, j'ai plusieurs fois mountain bike et j'ai plusieurs fois race bike. Donc il va créer une première table où il va affecter pour chaque valeur distincte un identifiant qu'on appelle le data ID. Donc ici, on voit bien que city bike, c'est 1, mountain bike, c'est 2. Et désolé, je fais une petite erreur, mais ça devrait être race bike, c'est 3. Et cette petite table de mapping, on va l'appeler dictionnaire. Une fois qu'il a réalisé ce dictionnaire, il va venir remplacer tous mes caractères par mes identifiants. Et du coup, je passe de plusieurs bytes qui sont dédiés à des caractères à des plus petits bytes parce que c'est des chiffres. Rappelez-vous, juste avant, j'étais à 2 bytes. Donc, on se rappelle les valeurs et les caractères. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit attention quand vous faites du mode import côté Power BI, le typage est très important parce que la compression va en dépendre derrière. Maintenant qu'on s'est rappelé côté Power BI, on sait que le parquet stocke en colonne, il compresse la donnée. Power BI, il stocke en colonne, il compresse la donnée. On a vu les typages de compression qu'on retrouve côté Power BI. Et si on va un petit peu plus côté parquet, donc là j'ai une table classique, dim parquet, et je retrouve bizarrement les mêmes types de compression que j'avais auparavant. Donc là, je retrouve pour le value 10, 15, 12. Donc, il va appliquer le même principe de compression pour Power BI. Donc, ceux qu'on a vus juste avant. Donc, je fais une petite pause et je récapitule. Donc, j'ai le mode import. Il stocke en colonne, il compresse la donnée. Le mode parquet, il stocke en colonne et il compresse la donnée comme Power BI. Est-ce que je ne peux pas jouer un peu avec pour créer un nouveau type de connexion que je vais appeler bizarrement Direct Lake? En plus de ça, en plus le fameux Delta Lake, qu'est-ce que c'est? C'est des fichiers parquet donc, qu'on vient de voir, qui permettent de stocker la donnée. Donc, c'est dédié pour stocker la donnée. Et on va voir un petit plus en plus. Pourquoi on aime bien le Delta Lake? C'est de l'acide transactionnel, exactement comme on retrouverait dans des tables SQL Server. Ça permet de faire du delete, de l'update. Et la magie, ça permet de faire aussi le time travel. Mais comment ça permet de faire ça? On va aller voir un peu plus plan et ça a son importance. Ici, en fait, vous voyez tout à gauche, j'ai mes fameux fichiers parquet, j'ai ma table delta employé. La donnée, elle est stockée dans des fichiers parquet. Et ici, j'ai un petit folder qui s'appelle delta log. Si je rentre dedans, je vais trouver plein de types de fichiers JSON. Donc JSON 00, 01, 02. En fait, ces JSON, à chaque fois que vous allez insérer des lignes, par exemple côté SQL, eh ben, il va me créer un nouveau fichier JSON à chaque fois et il va me stocker toutes les transactions que j'ai réalisées. Donc, à titre d'exemple, j'ai un fichier Excel, je vais renseigner une nouvelle ligne de mon fichier Excel. Bah, cette action de renseigner une ligne, d'insérer une ligne dans ce fichier Excel va être sauvegardé sous ce format JSON. Donc, c'est ce qui nous permet justement d'avoir ce côté acide, ce côté transactionnel, ce merge, ce update et même ce time travel parce qu'on a toujours
toutes les transactions qu'on a réalisées au niveau JSON. Donc, il suffit que je lise juste mon JSON, le bon JSON, pour revenir au bon moment. Et le parquet stocke la donnée. Donc, parquet stocke la donnée et JSON, c'est mes transactions. Avant de deep dive sur le moteur, comment je peux créer déjà mon Direct Lake? Pour cela, au moment où on l'a sorti, en fait, on pouvait le faire qu'au niveau sémantique modèle, c'est-à-dire qu'au niveau application web. Ensuite, en fait, on a pu éditer, on peut l'éditer depuis Power BI Desktop et depuis peu, on peut même ouvrir au niveau de Power BI Desktop et le réaliser. Pour ça, je vous propose une petite vidéo que j'ai réalisée pour voir. Ici, donc, comme vous voyez, j'ai un workspace, j'ai mon lakehouse et ainsi de suite. Et donc, je vais au niveau de mes workspace settings et je vois que j'ai une capacité F64 qui est basée WestUS 3. Donc là, je vais me connecter à mon Leka. Donc là, je fais ma table de fait. Donc je fais un petit count pour me dire à combien de lignes j'ai. Chose importante parce que c'est la même table de fait que je vais alimenter et réutiliser à chaque fois. Donc là, je suis sur la partie SQL Endpoint de mon Lakehouse et on voit que j'ai quand même 400 millions de lignes. Donc une table de fait qui a 400 millions de lignes. Dans le monde de la BI, vous me direz que c'est déjà pas mal. Donc là, je vais à mon niveau, à mon lakehouse. Et ici, vous voyez, j'ai mon petit bouton New Semantic Model. Donc là, en fait, pour le créer, ça va être très simple. J'ai juste à cliquer. Et ici, en fait, il vient voir la partie SQL Endpoint. Pourquoi? Rappelez-vous, j'ai dit qu'il charge la donnée à partir du Delta Lake. Et en fait, les schémas, juste les schémas de vos tables, pour l'instant, il vient les lire côté SQL Endpoint. Donc ici, de manière très simple, je le nomme SQLite Direct Lake, donc DL. Donc en simple clic. Donc je vais juste avancer le temps que ça se crée. Et voilà. Donc juste après, j'ai mon sémantique modèle qui s'est créé. Et ensuite, je suis sur l'interface web. Donc je vais m'amuser. Je peux rajouter des tables et je vais créer des relations directes. Gardez à l'esprit que remarquez bien ce petit moment. Remarquez bien ce petit moment, je ne vois pas de données, ce qui est normal parce qu'on va le voir juste après. Donc là, je continue à créer mes relations et ainsi de suite. Donc rien d'anormal pour l'instant, on a bien l'habitude. Ici, la partie intéressante, je vais le sauvegarder. Je vais le sauvegarder parce que sur le web maintenant, on peut avoir jusqu'à 5 versions automatiquement sauvegardées et revenir à la version qui nous intéresse. Donc, comme vous le voyez, j'ai Editing, donc là où je développe, j'ai Wing et j'ai la partie Ouvrir sur le Power BI Desktop. Mais pour le fun, je me suis dit, allez, vu que la nouveauté de créer un sémantique modèle est sortie au niveau de Power BI, oui, moi, entre-temps, je vous crée un rapport. Donc, pour vous montrer quand même sur 400 millions de lignes, la rapidité d'exécution. Hein. Donc là, je prends juste, si je me rappelle bien, je vais prendre une colonne tax amount, je vais l'afficher. La première action, quand même pour 400 millions, je trouve que ça va vite. Et encore, je ne suis pas très fan à vrai dire parce que vous voyez ici, c'est quand même un peu long. Et on va comprendre aussi pourquoi la première exécution, c'est long. Mais vous voyez que ça va ultra vite. Donc là, par contre, je suis côté Power BI Desktop. C'est une nouveauté. Pour cela, il va falloir activer deux features. Donc, on va un peu speeder parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc si je vais au niveau des fonctionnalités et prévisions, donc ici, j'étais en train de chercher ces deux nouveaux boutons. Donc il faut activer ces deux nouveaux boutons. Le premier bouton vous permet de l'éditer depuis le service qui s'ouvre et vous faites vos modifications. Et le deuxième bouton va vous permettre justement de vous connecter à votre Lakehouse en mode Direct Lake et de commencer à développer. Donc pour cela, j'ai le petit bouton Catalog OneLog qui me résume. Comme vous le voyez, je me suis trompé. J'ai cliqué sur les sémantiques modèles et je suis d'ores et déjà connecté. Donc, l'histoire s'est faite là. Donc là, je m'étais trompé. Je m'étais connecté directement à mes sémantiques modèles. Donc là, je vais juste annuler, me connecter à mon bon Lakehouse. Et là, on va voir directement. On est en mode Direct Lake. Je choisis par exemple tout. Je vais nommer mon sémantique modèle SQL IT à nouveau DL. Et là, je vais avoir une erreur. Comme il existe déjà, il va me dire de le renommer autrement. Donc, vous voyez, j'ai déjà le message d'erreur, donc je le nomme bis. Donc, je peux choisir quand même de le mettre dans un autre workspace qu'au workspace initial.
Et une fois cela, vous allez voir un petit truc, la page de rapport va disparaître en fait. Je ne peux pas rajouter des rapports, je peux simplement venir développer, c'est-à-dire mettre mes relations, créer mes mesures. Je ne peux pas afficher mes rapports. Ça, malheureusement, il faudra vous connecter avec le Power BI Desktop ou à travers l'interface web directement au Semantic Model pour pouvoir faire vos rapports. Et on va le voir après lors d'une démo. Donc voilà pour la partie création de Semantic Model. Et quels sont les bénéfices? Eh ben, on va aller très vite. Les bénéfices, c'est dans le Direct Query, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai ma base de données SQL, Oracle, ce que vous voulez, tant qu'il y a un engine en dessous. Donc, j'ai ma requête DAX. Donc, j'ai un rapport, un graphe égale une requête DAX. J'ai ma requête DAX qui va être envoyée à ma base de données, disons du SQL Server. Comment elle est envoyée? En fait, Power BI, il va transformer la requête DAX en requête SQL. Et le souci, c'est qu'on n'a pas le contrôle au niveau de cette transformation. Là où vous ferez potentiellement un where, un simple select étoile from where, lui, il va peut-être faire un select étoile from inner join. Donc là, en termes de performance, on n'est pas top. Par contre, on a la donnée qui est rafraîchie au moment où, au niveau de mon engine, ma donnée elle est rafraîchie. Le mode import, effectivement, on va avoir de meilleures requêtes parce qu'il n'y a pas de transformation. Il attaque le mode de stockage qu'on a vu auparavant, le même mode que le parquet, rappelez-vous. Et du coup, ma donnée est disponible. Sauf que je duplique quand même ma donnée d'une source de données vers Power BI. Ma donnée, elle est quand même dupliquée. Ici, justement, avec le Direct Lake, ma donnée n'est pas dupliquée. Étant donné qu'on a bien vu que le moteur de stockage de Power BI ressemble fortement, fonctionne de la même manière que le mode parquet, donc du coup, je n'ai pas forcément besoin de dupliquer ma donnée. J'ai juste besoin de la scanner. Et même plus, on va voir plus. Donc, quelques petits tests sur le moteur de stockage. Attention. Donc là, on voit que j'ai fait quelques tests donc, de manière générale sur des petits modèles, mode import, mode direct lake, il n'y a pas de différence. Sur des gros modèles, en termes de chargement de données, qui a dit qui un jour n'a pas vu un refresh d'un sémantique modèle qui mettait 8 heures parce que ça charge la donnée, ça comprend, et ainsi de suite. Mais avec l'avènement du Delta Lake, donc des fichiers parquets sous-jacents qui compressent en amont, j'ai plus besoin de réaliser cette action. Donc, du coup, je gagne du temps. Donc, et je vais même plus loin. Au niveau de consommation Power BI, là où la partie background, pour ceux qui connaissent, donc la partie refresh va venir consommer des CU. Ici, avec le Direct Lake, je vais consommer beaucoup moins de CU. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et en termes de query speed, donc, on va se poser cette question. Le mode import reste le premier à quelques secondes près. Et on va le voir, j'ai fait quelques tests après que je vous montrerai. Donc là, on a vu que le mode parquet, c'est le moteur de stockage et on a vu qu'il allait scanner la donnée. Mais comment il fait? En fait, il va utiliser du cache. Il va charger certaines données, et je précise bien certaines, on va le voir juste après, au niveau du cache. Vous savez quoi? On va directement voir. Supposons qu'ici, j'ai mes Delta Lake dans mon lakehouse. J'ai construit mon direct lake. Rappelez-vous, quand vous l'avez montré dans la vidéo, je ne voyais aucune donnée. Et ici, je vais construire un rapport. Donc, au niveau de mon rapport, je vais appliquer un filtre sur les products. En fait, je vais même cliquer dessus. Donc, ça va m'engendrer une requête DAX. Au moment où je vais solliciter ce filtre, il va aller chercher la colonne correspondante, ici qui est product, model name, pardon, au niveau de ma table product. Donc en fait, au moment où je sollicite un visuel type filtre ou ce que vous voulez niveau rapport, une requête DAX est engendrée. Donc cette requête DAX va avoir besoin de colonnes et c'est à ce moment-là qu'il va venir scanner et charger au niveau de la mémoire. Donc pareil, ici j'ai un graphe. Donc j'ai un graphe où j'ai les amount sum, je retrouve les types de couleurs. Donc une requête DAX est engendrée, il va me chercher couleur, il va me chercher ma somme. Mais en plus de ça, vu que je croise les couleurs se trouvent dans la product key, bah, il va venir charger les deux product keys pour avoir la relation. Donc, si je fais une petite pause et que je récapitule, j'avais le moteur de stockage de Power BI qui chargeait et compressait la donnée, qui a été remplacé par, on va le dire, hein, par le mode parquet parce que c'est vachement similaire. Ensuite, comment je sollicite ma donnée? Ma donnée, elle est sollicitée au moment où je clique.
Donc, il va y avoir un chargement que des colonnes nécessaires, à l'inverse du mode import où j'étais obligé de charger toute ma table. Ici, je charge que les données qui vont être sollicitées au niveau de mon rapport. Et je vais les charger au niveau du cache de ma RAM pour faire ça. Donc, c'est un peu plus intéressant et on comprend mieux déjà pourquoi ça consomme moins en termes de refresh. Parce que la compression, elle est faite en amont et le chargement, je ne charge que les colonnes, je ne charge pas toute ma table. Alors, comment je vais rafraîchir cette donnée? Donc, il y a deux moyens. Donc, on voit ici un petit bouton qui est activé par défaut, en fait, où lui, toutes les 30 secondes, c'était en preview, maintenant JA, on est à 5 secondes. Toutes les 5 secondes, il va aller regarder les fichiers JSON de mes fichiers Delta Lake. Rappelez-vous de mes fichiers Delta Lake, le parquet, le stockage de données, et le JSON, c'est pour toutes les transactions. Donc, en fait, toutes les 5 secondes, il va venir checker ces fichiers JSON pour voir est-ce que j'ai inséré de nouvelles lignes ou pas. Si des nouvelles lignes ont été insérées, il va charger la donnée, il va remplacer, il va vider le cache et charger que les colonnes qui ont été sollicitées auparavant. Donc, mais on peut tout aussi le faire, tout aussi désactiver ça, scheduler ça, et ainsi de suite. Donc ici, une petite vidéo pour vous montrer comment savoir est-ce que ma donnée elle est chargée en mémoire ou pas. Donc ici, pour ceux qui connaissent le XML endpoint, donc je vais récupérer, c'est comme pour Analysis Services, hein, je vais me connecter avec DAX Studio, un outil externe. Et si vous voyez, j'ai eu quelques soucis de connexion, donc j'ai relancé. Et en même temps, j'ai surtout cette requête côté DAX qui est très intéressante. Donc le temps que ça se connecte, donc ça c'est connecté, ça a utilisé mes identifiants, j'ai choisi le SQL ITDL-BIS, je l'ai choisi exprès parce que je n'ai pas créé de rapport par-dessus, rappelez-vous. Donc ici, j'exécute ma requête, et ici, vous voyez, j'ai les colonnes température et last access. Je fais juste une petite pause. En fait, quand ma donnée, elle est chargée dans le cache, rappelez-vous le schéma d'avant, on va avoir ces colonnes qui vont se remplir, la température et le dernier accès. Donc maintenant, justement, je vais prendre le même sémantique modèle auparavant où j'ai fait exprès justement, parce qu'il n'y a pas eu de sollicitation de requête d'accès et ainsi de suite. Là, je vais créer un rapport et je vais choisir étape par étape. Je vais commencer juste par prendre dimension city. Donc là, je fais une petite erreur parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait utilisé la map. Je me dis, ah zut, tu vas trop vite comme d'hab, d'où mon surnom Serial Clicker. Donc là, je change les choses et je choisis une table. Donc là, je vois bien que ma donnée, elle est chargée. Donc je vais rejouer la même requête côté DAX Studio et je vais me rendre compte que là, j'ai des chiffres. Donc là, je vois bien qu'il y a une température et une last access. Donc à 13h09, ma donnée a été chargée de mon fichier parquet vers mon fichier mémoire. Donc à partir de là, hein, je vais m'amuser à rajouter un autre graphe, hein, très simple. Et comme vous le voyez, je suis très doué pour faire des graphes. C'est vraiment ma spécialité, n'hésitez pas. C'est bien sûr ironique, hein, je vous rassure. Donc là, j'ai rajouté some quantity et là, je vais rejouer donc, de ma table de fait. Ici, vous voyez, j'ai la city key qui a été chargée pour ma relation et j'ai ma quantity, ma colonne. Est-ce que c'est chargé en mémoire? Donc, alors, maintenant qu'on a compris, avant de passer à l'étape d'après, donc, le Direct Lake, comment ça marche? Il a besoin de fichiers Delta Lake. Donc, les fichiers parquets ressemblent fortement aux fichiers de stockage de Power BI et il vient charger en mémoire la colonne qui m'est nécessaire quand je viens la solliciter. Donc, ce qui veut dire qu'à la première sollicitation, le chargement peut être lent. Parce qu'il faut du temps pour charger au niveau de la mémoire. Alors, on parle de quelques secondes, on ne parle pas de milliards d'heures. Ça peut durer, j'ai déjà vu, 3 à 4 secondes. La deuxième fois, une fois que c'est dans le cache, je suis à des millisecondes. Et on va le voir à un moment, je vais vous montrer une vidéo là-dessus. Est-ce que avec le Direct Lake, je peux utiliser le M? Et non, je ne peux pas. Vous voyez, il n'y a pas ce fameux moteur de stockage où je charge la donnée, donc je ne peux pas venir transformer ma donnée avec mon M, ce qui est normal.
Mais qu'est-ce que ça implique du coup? Ça implique qu'au jour d'aujourd'hui, avec le Direct Lake, je ne peux pas créer des paramètres, je ne peux pas faire des partitions et je ne peux pas faire de l'incremental refresh. Ça ne fait qu'aller scanner des fichiers parquets et charger en mémoire. Ça veut dire que si je dois faire des transformations, il faut vraiment que je les prenne en amont. Je dois charger de grosses volumes. En revenant de 1964, c'était vraiment pas mal. Ça allait vite et on va le voir. Par contre, je ne pourrais pas. On peut aussi réaliser, donc avec le XML endpoint, hein, si on l'active, on met en read-write, on peut directement changer le modèle, donc comme par la vidéo précédente, parce que le Direct Lake passe par ce XML endpoint. Donc, il passe par un connecteur serveur classique. On peut aussi, pour ceux qui connaissent SSMS, éditer et faire de la CI/CD avec. On peut aussi utiliser des API, PowerShell ou bien la fameuse librairie Semantic Lab qui vient automatiquement rafraîchir le modèle pour nous et nous charger en cache. Donc, au lieu que mon utilisateur fasse son premier clic-bouton et qu'il attende, et que le deuxième arrive et que ça aille vite pour lui parce que c'est chargé, eh ben, je peux utiliser un notebook pour préchauffer le cache si je veux. Donc, comment je peux l'éditer? Au jour d'aujourd'hui, je peux l'éditer directement sur sur le web service, donc sur app.fabric.com. Je peux l'éditer par XML endpoint, rappelez-vous, le fichier via SSMS, et je peux le faire via Power BI Desktop. Et ça, c'est depuis peu, et c'est en preview. C'est la chose que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que je peux faire du Direct Lake sur des tables qui ne sont pas sous format Delta file? Alors, non, ce n'est pas possible. Et on va le voir de suite ici. Où ici, je vais venir, je suis toujours sur mon Lakehouse, je vais venir charger un fichier. Donc, j'ai pris un fichier classique, hein, un fichier data.csv, donc que je vais charger de mon ordinateur directement. Voilà, donc le temps qui s'affiche, hop, je vais cliquer sur File et je vois qu'il s'est chargé et dessus je clique. Le temps que ça charge, j'ai déjà ma première vision. Et ici, donc, si je vais sur New Semantic Model, est-ce que je vais le voir? Non, je ne vais pas le voir. Rappelez-vous, il a besoin du SQL Endpoint pour lire les schémas. Et le SQL Endpoint se synchronise qu'avec le format Delta Lake. Je ne vais pas le voir. Donc, vous avez un moyen. Donc là, je le fais avec le clic-bouton, mais l'action que je fais avec le clic-bouton, on peut le faire avec des notebooks, il n'y a aucun souci. Et une fois que j'ai fait ça, hop, j'accélère. Donc, ça se transforme sous format Delta Lake. Et là, en recliquant sur New Semantic Model, chargement, il prend du temps. Transformation, elle prend du temps, dis donc. Et ici, je vais la voir apparaître. Donc, il ne prend pour l'instant que le format Delta Lake. Ok, donc, fichier CSV, Excel, malheureusement, on va être obligé de les transformer en Delta Lake, soit en clic-bouton comme je vous l'ai montré, soit avec des notebooks et on peut facilement retrouver les choses. Donc, est-ce que je peux faire attaquer des fichiers Delta Lake, mais en dehors de Fabric? Est-ce que je suis obligé d'avoir un lakehouse? La réponse est oui, je peux. Je peux, effectivement. Et on va voir ça de suite. Donc ici, je suis sur un Data Lake Gen 2. Alors, j'ai pris Data Lake Gen 2 pour des raisons évidentes, je pense, mais on peut le faire sur un S3, donc un bucket S3 sur Amazon. On peut aussi le faire sur un Google Cloud Storage. On n'a pas forcément de limitation. C'est assez ouvert. Ici, vous voyez le nom de mon conteneur, c'est Snowflake, et ce n'est pas pour rien parce que je ne sais pas si vous le savez, mais côté Snowflake maintenant, et BigQuery et Databricks, c'est le même principe. Je peux externaliser ma donnée, c'est-à-dire que mon moteur de stockage de Snowflake ou de BigQuery, il sera dans un Google Cloud Storage, un S3 ou un ADLS Gen 2. Mais il sera sous format Apache Iceberg. J'ai pas mal parlé du format Delta Lake, mais ici, en fait, je fais exprès, c'est le format natif de BigQuery Snowflake, qui est l'Apache Iceberg. Alors, natif, pardon, pas pour BigQuery, mais pour Snowflake. Donc ici, je vais faire ce qu'on appelle un shortcut. C'est un point intermédiaire d'aller lire, ma créer au préalable une connexion. Donc, je vous l'ai dit pour vous montrer les types de connexions que je peux faire. Donc, moi, j'ai été flemmard, j'ai préorganisé celle account, mais on voit que je peux faire service principal, workspace, identity, ainsi de suite.
Une fois ça fait, donc hop, je passe à l'étape suivante. Bien sûr, il faut les bons droits, au moins Blob Data Reader côté Azure Data Lake Gen 2 et idem côté S3 et BigQuery. Donc ici, vous voyez, je retrouve le format Apache Iceberg en fait. Donc, je retrouve ma donnée. Ici, vous voyez, j'avais un format parquet. Il peut pas le lire. Pourquoi il peut pas le lire? Parce que je reviens juste en arrière au niveau du lakehouse. Hop, ah, trop vite. Ici, en fait, j'ai fait le shortcut au niveau table. Donc, dans le lakehouse, j'ai deux parties. J'ai Files où je peux stocker des CSV et compagnie, comme vous l'avez vu. Et je peux faire des shortcuts là-dessus, il n'y a pas de souci, sur des formats autres que le Delta Lake. Et ici, au niveau table, donc quand on clique sur le bouton Get Data New, il va aller automatiquement chercher des fichiers de type Delta Lake ou Apache Iceberg. Donc, c'est les deux formats qui sont nécessaires. Donc ici, une fois que j'ai choisi, je décide simplement de renommer ma table. Donc je vais la charger. Et une fois que je l'ai chargée, eh ben, vous allez voir le petit onglet qui apparaît, qui me montre que ma donnée n'est pas stockée dans Fabric, elle est stockée à l'extérieur. Et je vais pouvoir créer mon sémantique modèle de manière simple. Et là, je retrouve bien ma nation shortcut. Donc, un truc que j'aime bien sur la flexibilité du semantic model, et je l'ai déjà mis en place parce que chez l'un de mes clients, il travaille beaucoup sur BigQuery. On a externalisé cette donnée dans un Google Cloud Storage sous format Apache Iceberg. J'ai réalisé ce shortcut et à partir de là, on peut faire le mode direct lake sans charger sa donnée. Juste au niveau mémoire comme on l'a vu auparavant, mais ma donnée physiquement, en aucun cas, elle est stockée dans Fabric. Ça, c'est l'une des possibilités avec le direct lake que je trouve très intéressante. Donc, et si on parle de V-Order? Donc, V-Order, c'est une option qui a été créée qui optimise l'écriture des fichiers parquets. Rappelez-vous, on a l'encodage, donc on a la compression comme un zip file, hein. Bah, le V-Order, il vient encore plus accélérer cette compression, ce qui nous évite quand on va aller scanner ces fameux parquets. Rappelez-vous les fichiers parquets qui sont chargés en mémoire. Eh ben, si mes fichiers parquets ils sont optimisés, j'ai besoin de moins de CPU et de moins de RAM pour aller les lire. Et donc la fonctionnalité principale du V-Order, c'est de scanner, d'optimiser cette écriture pour que enfin, Fabric ou le Direct Lake a moins besoin de CPU et tout. Et si on voyait une petite démo. Donc ici, toujours sur le même workspace, toujours sur le même lakehouse. Donc ici, on voit, donc c'était déjà préaffiché, mais on voit justement sur ma table Fact Sales que j'ai bien le V-Order activé. Donc là, je vous montre juste comment j'ai fait pour voir cette partie. Donc je vais cliquer sur View Files. Rappelez-vous, Parquet pour les données et JSON, là où il stocke les fameuses transactions et paramètres de fichiers. Donc ici, je vais chercher le fameux folder Delta Log et là, je vais sur mon fichier JSON. Donc je prends le premier et donc ici, on va le voir, hein. On va voir que pour cette table, le V-Order est activé. Donc, quand je tape ma recherche, on voit qu'il a été activé. V-Order égale à true. Maintenant, vous voyez juste en dessous, j'ai une fact self no V-Order. Donc j'ai mis, il n'y a pas de V-Order. Donc ici, je n'ai pas tapé la recherche, je retrouve mon fichier Deltalog, j'ai qu'un seul fichier JSON. Et là, si je refais la même recherche, vous voyez, je le trouve juste au niveau de mon écran. En aucun cas, je vais le retrouver sur le fichier JSON, les paramètres de mon fichier. Et donc là, on ne le voit pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de les voir? Oui, il y a d'autres moyens de les voir. Donc ici, je vous montre comment j'ai créé la table Fact No Sales V-Order. Donc là, je charge ma donnée. On peut désactiver le V-Order au niveau session, donc au niveau notebook quand je le joue, ou bien on peut le désactiver quand je vais charger. Donc en fait, c'est un peu ce que j'ai fait. Quand j'ai chargé ma donnée, je l'ai désactivé. Et ici, un Fabric Guru. Donc on va en parler plus tard. C'est c'est un site web Fabric Guru qui a créé une fonction qui nous permet de checker, comme vous pouvez voir. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais créer un sémantique modèle simplement avec ces deux tables. Donc, je vais accélérer cette page parce qu'il me reste 20 minutes.
Hop, on accélère. Donc là, je viens requêter. Entre-temps, bah, vous voyez, j'ai rechargé ma donnée. Donc c'est juste pour vous montrer que la fact nocelles, elle a 451 millions de lignes et ainsi de suite. Et pareil, pour la fact sales, je suis à 451 millions de lignes et quelques. Ce qui n'est pas rien vraiment pour une table de faits. Donc ici, je crée même pas, je viens créer une mesure, hein, count rows, hop, où je vais venir compter les lignes de ma table de faits. Et je vais faire la même sur l'autre table qui ne contient pas de V-Order. Mon objectif est de justement de me connecter via Power BI Desktop, d'activer l'analyseur de performance et de voir et d'avoir des résultats. Donc on accélère, c'est un peu ce que je fais. Hop. Donc le temps que ça s'ouvre. Donc là, je me connecte. Donc si vous avez un direct lake et vous voulez développer un rapport, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul moyen, malheureusement. Vous êtes obligé de passer, avec le Power BI Desktop, pardon, vous êtes obligé de passer par là. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai activé mon Direct Lake. On voit qu'à la première exécution, ma requête DAX, elle m'a coûté 177 millisecondes. Et la deuxième, où il n'y a pas de V-Order, elle m'a coûté 180 millisecondes. Sur quand même 450 millions de lignes. Et la deuxième fois où là, c'est chargé dans le cache, donc ce n'est plus dans le cache, on voit que je gagne quand même. De 177, je passe à 171 et ainsi de suite. Mais on voit toujours que je gagne côté V-Order. 450 millions de lignes, on gagne un petit peu. C'est peut-être pas phénoménal, mais dans certains cas, je vois que c'est même on gagne beaucoup plus. On peut diviser parfois, dans certains use cases, le temps par deux. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait quand même une petite comparaison entre le Direct Lake et l'import. On voit quand même que le côté Direct Lake, en termes de refresh, je suis vachement plus gagnant. Chez un client, on avait un mode import, un Power BI mode import qui mettait 8 heures à se rafraîchir. On a pris le même modèle, le même truc, on a basculé en Direct Lake, on est passé à quelques secondes. Je dis bien quelques secondes. 8 heures versus quelques secondes, c'est intéressant. Par contre, côté requête DAX, on va observer que le mode import reste toujours performant à quelques 100 millisecondes près. Ce n'est pas non plus un écart faramineux, c'est vraiment, on parle de 100, 200 millisecondes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vu maximum 200 millisecondes d'écart près. Donc, en termes de balance, j'ai envie de dire que le Direct Lake est vraiment pas mal pour certains use cases et on va en parler après. Maintenant, malheureusement, comme le mode import, il y a des limitations. Vous voyez, parfois, quand vous chargez de la donnée, que vous faites vos requêtes DAX, il vous dit out of memory. Rappelez-vous, pour une P1 ou une F64, un sémantique modal a que 25 Go de RAM. Et ben, c'est le même principe pour le Direct Lake. Le Direct Lake, ça reste un sémantique model. Vous avez cette limitation de 25 Go de RAM. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai ces 25, quand je dépasse ces 25 Go de RAM ou que j'atteins une autre limitation qu'on va voir juste après? Eh ben, il va se passer ce qu'on appelle le fallback. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au lieu qu'il aille scanner les fichiers parquets, en fait, il va passer par le SQL endpoint et on va se retrouver avec le mode direct query. Donc, ça veut dire ma requête DAX va être transformée en requête SQL et elle va être requêtée. Parce que j'ai dépassé les mêmes limites que je retrouve dans le mode d'import, qui est 25 Go de RAM. Ici, une petite image sur les limites, hein. Sur une F64, dans mon cas, j'ai le droit à 5000 fichiers parquets. J'ai le droit à une table de faits qui atteint 1500 millions de lignes, à savoir 1,5 milliard de lignes avant de potentiellement engendrer ce fameux fallback, parce que j'ai atteint cette limite. Ou bien les 25 Go de RAM dont je vous ai parlé. Attention, quand on parle des 25 Go de RAM pour le Direct Lake, c'est un peu particulier, parce que rappelez-vous, il ne cherche pas toute la table, il va chercher toute la colonne. Donc, soit tout le modèle fait 25 Go de RAM, soit la colonne qu'il essaie de charger dépasse les limites autorisées. À ce moment-là, je vais avoir ce fameux fallback parce que j'ai dépassé les limites. Et donc, là, je vais vous le montrer, hein. Est-ce que le fallback arrive au niveau des vues? Oui, si on crée une vue au niveau du lakehouse, il va réaliser un fallback. Rappelez-vous ce que j'ai dit, il utilise juste le SQL endpoint pour découvrir le schéma. Mais il cherche directement la donnée depuis le Direct Lake. Sauf si vous créez une vue, parce que cette manière de charger la donnée, elle est faite implicitement par votre vue. Et donc, du coup, lui, il passe directement par la vue.
Donc ici, les moyens de se rendre compte que je suis en train de faire un fallback, l'analyseur de performance. Vous voyez ici, j'ai une requête où j'ai pas de fallback, mais ici, j'ai une requête où j'ai ce fameux direct query, ce qui m'indique que j'ai un fallback. Je peux aussi le découvrir avec DAX Studio, comme je peux aussi le découvrir avec Log Analytics pour ceux qui savent, qui connaissent, pardon, ou bien même Monitor, donc la nouvelle fonction qui est exactement comme Log Analytics qu'on retrouve directement dans Fabric. Donc là, je vais vous faire une petite démo rapide. Hop, donc là, j'avais créé une vue qui s'appelle America. Donc c'est la même, c'est juste la dimension city que j'ai filtrée sur les régions américaines. Donc hop, j'accélère. Là, je crée mon sémantique modèle. Donc là, je fais exprès de choisir la vue. Et là, je ne vais pas tout prendre. Je vais juste prendre ma dimension, ma table fact cells, et je vais prendre dimension city. Donc là, le truc que j'ai créé en amont, enfin la vue, je me suis basé sur dimension city, pardon, pour créer ma vue. Donc j'accélère la création. Hop, hop, hop. Donc là, je fais un contrôle, je fais mes relations, je me connecte à mon OneLake, ou là, je me connecte à mon sémantique modèle. Je vais venir activer mon analyseur de performance, qui veut bien être gentil avec moi. Et donc là, je vais mettre je vais afficher, et je vais commencer par dimension city. Entre-temps, je me rends compte que j'ai oublié d'activer. Donc là, vous voyez, il a été activé. Et ici, pour l'instant, je n'ai pas utilisé ma vue. Et rappelez-vous, ici, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, on voit que la première fois que je vais charger ma donnée en RAM va prendre du temps. Et donc ici, je vais venir utiliser, rappeler justement cette vue derrière. Et on va voir que la requête déjà va être beaucoup plus longue. Et on va voir la partie Direct Query s'afficher par rapport à la requête d'avant. Vous voyez, c'est quasiment enfin, le triple ou le quadruple qu'on retrouve. Donc là, on voit bien la requête Direct Query. Maintenant que ma donnée elle est chargée en mémoire, je vais la rejouer et on voit la différence, hein. On était à près de 3 secondes. Là, je descends vraiment à 259 millisecondes. Malgré ça, même si j'ai le cache derrière pour la partie import, parce que rappelez-vous, FactCell, c'est de l'import, enfin, c'est du parquet, pardon. Je ne passe pas par la vue. J'ai toujours ma requête. Hop. Si on passe à la suivante. Ici, en fait, j'ai fait une vidéo parce que vous allez me dire, mais Amar, comment je peux faire pour contrôler le direct lake? Ou comment je peux essayer de savoir est-ce que je vais avoir un fallback, pardon, ou pas? Donc ici, Fabric Guru, toujours le site que j'ai cité, la personne que j'ai cité avant, enfin le site web, pardon, que j'ai cité avant, il a créé cette fonction qui me permet de rappeler. Vous voyez, je l'avais derrière, mais je vous montre comment le retrouver de manière facile. Je tape Fabric Guru, Direct Lake, et hop, là, j'ai plein de choses. Là, on va voir même le fameux pre-warming, donc celui qui permet d'éviter la première action, qui va réaliser la première action pour nous de charger. Et en fait, il explique vraiment bien les différentes manières d'éviter le fallback. Ici, il y a les fameuses limitations. Et ici, en fait, j'ai ce fameux notebook que j'ai simplement copié-collé, que j'ai exécuté. Et du coup, ça me renvoie toutes ces données. Rappelez-vous le nombre de fichiers que j'ai, le nombre de lignes que j'ai, la size de mon modèle en mégabytes, et ainsi de suite. Donc, si je compare par rapport à ce que j'avais avant, donc là, je vais faire juste Direct Lake Overview pour retrouver les limitations. Donc, je vais sur notre doc de manière officielle, je scroll, et là, hop, petite pause. Là, je vois les fameuses limitations. Donc, en fait, avec le notebook, donc je sais que mes limitations, j'ai le droit à 5000 parquet files, j'ai le droit à, sur une F64, pardon, une table de fait qui fait 1 milliard de lignes, et là, j'ai le droit à 25 Go de RAM. Donc ce notebook me permet de voir, hop, on revient. Voilà, ce notebook me permet de voir en fait à quel moment je suis, est-ce que je suis en arrêt ou pas. Bien évidemment, vous voyez ici, c'est un détail DF, donc c'est un data frame. Ce data frame, qu'est-ce qui m'empêche de le sauvegarder au niveau de mon lakehouse? J'ai des clients qui ont créé la table paramétrage juste pour réavoir cette donnée dans une table et qui viennent simplement comparer. Voilà, donc soit à travers un rapport, soit rappelez-vous Data Activator via un système d'alerting qu'on retrouve dans Fabric et du coup qui nous alerte. Au moment où je charge mes fichiers Delta Lake par exemple, je peux venir dans une data pipeline côté Fabric, jouer ce notebook et me créer stocker le résultat sur la table de fait ou
même toutes les tables, et venir checker est-ce que je dépasse les limitations ou pas, et m'envoyer un email là-dessus. Donc ça, c'est possible. Donc je peux être en amont, avant que ça n'arrive. Donc ça, c'est la première étape. Mais vous allez me dire, Amar, c'est gentil, mais moi, je veux juste pas du tout souffrir de ce fameux fallback. Je veux pas avoir ce fameux direct query parce que j'ai dépassé une limite. Moi, j'aime bien le bon vieux mode où quand j'avais le mode import, quand j'avais dépassé ma limite, j'avais dépassé ma limite et j'avais un message d'erreur out of memory. Eh ben, c'est possible. C'est aussi possible. Alors, c'est possible de le faire. Vous voyez ici, il vous le montre sur la partie Power BI Desktop, toujours sur le Guru. Moi, je vais le faire avec Tabular Editor. Donc là, je vais récupérer mon XML endpoint, toujours le même, et je vais me connecter côté Tabular Editor. Donc je le bascule, je le mets. Il va me demander mes identifiants. Donc je vais me connecter dessus. Hop. Et donc là, le temps qu'il se connecte, il va me demander de choisir mon sémantique modèle. Donc je vais choisir le sémantique modèle SQL IT. Je fais juste une petite pause. Ici, dans un lakehouse, vous avez par défaut le SQL endpoint et un semantic model endpoint. Attention, le semantic model par défaut que vous avez au niveau du lakehouse, c'est un semantic model où vous avez des droits de reader. Vous n'avez pas des droits admin. Comme rappelez-vous la requête sur DAX Studio que j'avais joué pour voir la température ou venir modifier ce que je veux modifier juste à l'instant, vous n'allez pas pouvoir le faire avec le semantic model par défaut. Il est là pour faire de l'exploratoire par défaut. Il n'est pas là pour faire, je ne conseille pas, on va dire, de l'utiliser pour faire des rapports. Je vous conseille de créer votre propre direct lake par-dessus. Et c'est pour ça que je n'ai pas choisi le premier, que je choisis justement le deuxième, donc le SQL. Hop, le SQL IT Direct Lake par défaut. Donc ici, juste le temps qui s'affiche, je l'agrandis, je clique sur modèle. Et en fait, en cliquant sur modèle, donc dans les différentes options, si je descends tout en bas, je vais retrouver une option qui va beaucoup m'intéresser, qui s'appelle Direct Lake Behavior. Donc là, c'est en automatique. Ça veut dire que si je dépasse ma limite, il va me faire ce fallback. Mais je peux lui dire, fais-moi que du Direct Lake only. Je ne veux pas que tu me fasses de fallback. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que dès que j'ai atteint ma limite, je vais avoir un message d'erreur out of memory ou beaucoup de fichiers parqués que prévu. Donc, je peux prédire en amont avec le notebook. Je vous invite à nouveau à aller regarder Fabric Guru. Mais je peux aussi l'empêcher de faire le fallback. C'est un choix que je fais. J'ai des choix multiples que je peux utiliser. Les limitations au jour d'aujourd'hui. Donc, les limitations, je ne peux pas créer de colonnes calculées. Je ne peux pas créer de table calculée. Je ne peux pas faire de l'incremental refresh comme on l'a vu auparavant. Je ne peux pas utiliser l'analyse in Excel. Je peux par contre utiliser le XML endpoint et me connecter via Excel par-dessus. Et ces délimitations, c'est le fameux teaser dont je vous parlais, des limitations auxquelles on est en train de travailler pour les supprimer, surtout les colonnes calculées et l'analyse in Excel. C'est des choses qui devraient, j'espère, arriver cette année ou peut-être début d'année prochaine. Donc, il y a aussi d'autres limitations qui sont liées au format Delta Lake qu'il faut savoir parce que c'est un format parquet et ce format parquet n'accepte pas tous les typages de données. Par exemple, si je me rappelle bien, le type DateTime 2, on ne pourra pas le créer côté Delta Lake et on ne va pas du coup pouvoir l'utiliser au niveau Direct Lake. Donc, c'est des limitations connues. Il y a aussi, donc aujourd'hui, on se retrouve avec 3 modes. Donc, on passe que la conclusion, j'ai que 6 minutes. Donc, on a le mode import, on a toujours les meilleurs temps de requête, mais je copie-colle la donnée. Donc, le Direct Query, je perds. Le Direct Lake, pour moi, c'est un bon mix entre les deux parce que je ne perds pas en termes de chargement de données. Rappelez-vous l'exemple 8 heures, 10 secondes. Effectivement, au niveau requête, je ne serai jamais mieux que le mode import, mais c'est une différence que je retrouve que j'ai déjà vue entre 100 et 200 millisecondes. Est-ce que posez-vous la question, est-ce que vous pouvez accepter cette différence ou pas? Si vous pouvez l'accepter, pourquoi pas? Sinon, OK, restez avec le mode import. Mais j'ai aussi des limitations fonctionnelles. Je ne peux pas faire de colonne calculée, je ne peux pas faire de l'analyse in Excel, ni de table calculée. Donc, ça veut dire que le Direct Lake, ça va être plus, au jour d'aujourd'hui, utilisé pour des rapports que l'IT va confectionner. Je ne peux pas l'utiliser pour de la self BI. Donc, si vous avez de l'IT,
Rappelez-vous, c'est des tables de fait de 450 millions de lignes. La première fois, on était à 3 secondes et une fois, on était à 500 millisecondes. Donc, franchement, ça va pour 450 millions de lignes. Donc, si vous voulez faire des rapports IT simplement, qui nécessitent simplement d'être consultés par des utilisateurs, le DirectLake, c'est un bon compromis. Donc, en termes de performance, hein, c'est des tests qui ont été faits en cold cache. Et comme je le disais, le mode import reste toujours le mieux. Le mode V-Order, comme vous le voyez, on gagne encore du temps, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il me reste 4 minutes. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Hop. Donc, je pense, James, je viens de répondre à ta question, à mon avis, sur les limitations du Direct Lake et ses avantages et ainsi de suite. Je pense que j'ai fait pas mal le tour là. Oh, ça a été formidable. Merci Merci. beaucoup. Je pense qu'on a une question. Yes. Est-ce que tu peux la voir? Aider-nous. Oh, je m'excuse. Attends. Ouais, c'était Là, quels sont les avantages bien sûr. Quels sont les avantages et et les limites? Mhm. Donc oui, les limites, ça revient comme le mode import, hein. On a 25 Go de RAM. Donc pour le sémantique model, que ce soit le mode import et compagnie. La différence, c'est qu'on va être limité au nombre de lignes selon la capacité qu'on a, si j'ai du F2 et ainsi de suite. Donc, du coup, soit vous évitez d'utiliser le DirectLake comme je vous l'ai montré avec le Tabular Editor, soit vous utilisez le notebook pour prévoir et vous privilégiez le fait que le rapport soit toujours accessible, y compris par rapport au Direct Query. Yes, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vois James qui a dit ouais, merci à moi, ma question elle est déjà répondue. Je me dis bah c'est parfait, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir du Direct Lake, c'est un bon mix entre le Direct Query et le mode import, qui est malheureusement, vu qu'il manque des fonctionnalités, plus fait pour de l'IT, donc pour des rapports plus IT. Là, t'es en mute, Jean. OK. Merci. Ça a été vraiment formidable. Et c'est pour la première fois que nous t'accueillons et nous espérons pouvoir te recevoir chaque année. Avec Bon plaisir. travail. Ça a été vraiment satisfaisant. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.